bien le bonge. Alors aujourd'hui, j'ai pensé qu'on pourrait apprendre un peu plus à se connaître. Et pour ça, je me suis dit autant tabler sur une expérience que tout lecteur a déjà ressentie. Ouf, c'est chaud. Quand on lit, on se retrouve à vivre des émotions, à vibrer pour les personnages, à leur dire vas-y, non, n'y va pas, mais qu'est-ce que tu fais? Et parfois à être un peu exaspéré par ce qu'ils font ou ne font pas. Mais être lecteur, c'est aussi voir clair dans le jeu de l'auteur, c'est-à-dire percevoir les moments où il se laisse un peu emporter lui-même par ce qu'il est en train de faire, par ce qu'il veut faire passer. Et parfois, ça marche pas. Voilà, et nous, on le voit en tant que lecteur. Et c'est sur ça que j'aimerais qu'on discute aujourd'hui, plus précisément. Ces personnages que l'auteur veut nous faire passer pour stylés parce que lui, il y croit et il les survend un peu. C'est-à-dire qu'au fond, nous, on n'est pas dupes. On se dit non, mais là non, ça marche pas vraiment, tu vois, tu y crois un peu trop. Machin, en fait, tel personnage, il est un peu nul. Donc voilà, c'est de ces personnages pseudo-stylés dont il va être question aujourd'hui. Et voilà, on est parti. Donc je vous propose de commencer par le moins controversé de la liste. L'autrice elle-même n'y croit pas 70% du temps. Il s'agit bien évidemment de notre Fitz international. Si jamais vous ne connaissez pas l'histoire, l'Assassin Royal, ça c'est la deuxième époque, mais il y a la première époque d'abord. C'est l'histoire d'un jeune garçon, donc notre Fitz, que l'on rencontre, il est tout petit, il a entre 4 et 6 ans, et on va suivre comme ça sa vie en tant que bâtard royal. Et donc avec cette trajectoire ensuite d'assassin royal. C'est de la fantaisie, on n'est pas sur de la bastonnade, on est plus sur de la fantaisie, personnages auxquels on croit et on s'attache. Et voilà, et on suit leur quotidien, on suit leur vie, on suit leur trajectoire et on est content d'être là au fond. Donc pour en revenir à Fitz, c'est notre blaireau. À un moment, il prend le nom de Tom Blaireau. Bon, je pense qu'en VO ça ne marche pas, mais en français, moi ça m'a beaucoup fait rire. Il est pas très fut-fut, hein, Fitz. Il a ses limites, mais il est gentil et en même temps, il fait ses petites crises aussi, et puis il doute, et en ça, elle en fait c'est pas quelqu'un, mais elle en fait un personnage humain et crédible. Voilà, la plupart du temps, elle le sait, et on a ce personnage faillible. Mais là, j'ai commencé la deuxième époque, donc celui-là, il a grandi, hein, n'est-ce pas? Donc nous avons un Fitz un peu plus âgé que Robin, essaie de nous faire passer pour un peu le beau gosse de service. Les femmes sont émoustillées par notre Fitz. Notre Fitz qui, sans en dire trop, ne fait pas franchement rêver. Hein. À ce moment-là de sa vie, en tout cas, il a vécu. Hein. Il a vécu, il a douillé. Puis son mode de vie, là, au début de ce tome, laisse quand même sous-entendre d'autres nuisances, notamment olfactives. Et je suis désolée, mais Robin, il va falloir se calmer, là, c'est... Non, Fitz ne fait rêver personne. Alors, il peut plaire parce qu'au fond, il est gentil, que parfois, un homme gentil, parfois, manifestement, ça suffit. Mais non, je n'y crois absolument pas. Le charme du trappeur, on en a fini pour Fitz. Si vous avez lu celui-là en entier, mais dites-moi si à un moment... si elle continue dans son espèce d'élan ou si quand même on calme les ardeurs. Nouveau personnage, j'aimerais vous parler de Pierre Bezoukov. C'est assez polémique comme choix, je sais qu'il y a vraiment des gens qui adorent Pierre, mais à ma décharge c'est aussi le livre le plus clivant en termes de personnages où il y a un peu Team Pierre, Team Andrei. Moi je suis Team Andrei. Pierre c'est compliqué, hein. Alors, contexte. Guerre épée, c'est un roman russe de Léon Tolstoï qui retrace l'époque napoléonienne, en gros, vue par la Russie. Donc l'aristocratie russe, hein, on n'est pas chez les moujiks, et un narrateur omniscient qui va nous promener, un peu comme en fantaisie, hein, quelque part, qui va nous promener comme ça entre les personnages et nous proposer sur plusieurs années donc leur évolution et proposer en même temps que ça une réflexion philosophique, historique, d'une époque précise et au-delà de ça de l'humanité parce que c'est quand même un classique qui dépote. Cependant, c'est absolument pas compliqué. Moi je trouve vraiment que Tolstoï c'est l'un des classiques qui se lit le plus facilement du monde. C'est quand même très très gros. Hein. Donc il existe plusieurs éditions. La meilleure je pense que c'est celle chez Folio en 2 tomes. Moi j'ai celle-là là. Bref. Donc en fait tout le monde peut y trouver son compte. C'est un livre qui est extrêmement complet. Que vous soyez là pour
la densité historique, le dépaysement, la réflexion philosophique, la réflexion sur la guerre, ou encore que vous soyez là juste pour l'intrigue sentimentale parce qu'elle est assez sympa. Tout ça, ça marche. Et encore une fois, ça ne rend absolument pas le livre compliqué. Ce mec est un génie, hein, voilà, au cas où vous ne l'auriez pas compris. Et donc dedans, il y a Pierre Bezoukov, donc on suit plusieurs aristos, et notamment Pierre Bezoukov, qui n'était absolument pas préparé pour ce qui va lui arriver de positif dans la vie, et qui juste est là avec ses petits idéaux, à parler politique avec ses potos pendant qu'il se bourre la tronche. Alors il est loin d'être stupide, hein, mais on sent quand même que le mec, il est pas taillé pour la vie. Enfin, mais alors le type, tout lui tombe merveilleusement dans les bras, quoi. Je vais là encore pas spoiler, mais moi je trouve que Tolstoï a été vraiment très gentil avec lui. Il y a des études qui ont montré qu'il y avait beaucoup de Tolstoï en lui. Il a été assez dur avec lui-même dans les descriptions physiques, en tout cas avec le personnage. On sent aussi que le regard des autres sur lui est difficile, il est toujours présenté comme gros, suant, un peu impotent. Donc là-dessus, il est assez cruel, et en même temps, il est très gentil sur la trajectoire, hein. Alors évidemment, il y a quand même des petites épreuves, mais alors par rapport au beau gosse de service que je ne nommerai pas pour ne pas spoiler, et qui lui prend cher, hein. Mais voilà, Pierre le gentil, Pierre l'optimiste, Pierre le bon ami. Mais Pierre pas stylé, hein. Pierre pas stylé. Désolé, mensonge, tromperie. Vous allez me trouver horrible à force, vous allez vous dire, non mais elle n'aime que les personnages hautains et désagréables. Mais ouais, moi le triomphe du gentil, j'y crois pas. Enfin, pas comme ça en tout cas. Là, pour moi, là, c'est quand même survendu. Et il y a des gens qui adorent Pierre, hein, qui adorent Pierre. mais vraiment, moi je ne comprends pas. Pourquoi ? Chani, ou Chani, ça dépend si vous l'avez lu avant d'avoir vu le film, ou l'inverse, et de comment vous le dites dans votre tête. C'est un peu le problème de la fantasy et de la science-fiction. C'est la vie d'un lecteur, quoi. Alors Chani, elle vient de Dune, de Frank Herbert, que l'on va appeler Frank, parce que Frank fait partie lui aussi de mes amis. Ouais, Dune extraordinaire, hein. Je vous parle que de bons livres, vous avez remarqué. Vous avez des petites recommandations comme ça en parallèle, bon, avec des personnages parfois bancals, mais quand même des bons livres. Et donc Dune, c'est ce qui me fait vibrer depuis plusieurs mois. Ah, le premier, c'est quand même une expérience de vie, hein. Faut être bien accroché, hein. On a des moments de désespoir sans nom et des moments où on se dit mais c'est tellement génial. Mais le deuxième, 2 derniers tiers, exceptionnel. Où on se dit le mec est brillant. Le mec, tout se tient dans sa tête, tout est organisé. C'est stimulant et en même temps, en termes de construction, c'est profondément jouissif. Dune, c'est l'histoire de Paul Atréide, dont la famille vient d'être affectée sur une planète qui s'appelle Arrakis, mais en l'occurrence, les précédents locataires, dirons-nous, gestionnaires, ont piégé la planète parce que ce sont leurs ennemis mortels. On est sur une bonne vieille vendetta. Les Harkonnen, qui sont bien dégueux, on les adore, et qui vont leur nuire. Et Paul se retrouve donc dans une situation où il est sur cette planète qui est un enjeu économique extrêmement important. Et donc Paul, au cours de son aventure sur Arrakis, se retrouve à un moment à fréquenter les Fremen. Fremen qui sont la tribu locale et non pas les gens de l'extérieur nobles qu'on vient placer là pour régir le truc. Et Arrakis est un désert, donc c'est une planète désertique sur laquelle évidemment l'eau est absolument essentielle. Et donc chez les Fremen, il va rencontrer Chani Zendaya dans le film. Chani, elle est décrite comme un petit lutin, une espèce de femme-enfant, un peu espiègle, mais coriace. Elle joue vraiment le rôle de la Pocahontas, hein, qui s'émerveille devant l'arrivant profondément intelligent que l'on sous-entend quand même en forme, un peu sexy. En fait, il en fréquente plusieurs. Parce qu'il y a un autre Fremen qui est très près dans l'histoire que l'on voit régulièrement, mais lui qui parle assez normalement par rapport aux personnages qui viennent de l'extérieur d'Arrakis. Alors que Chani, c'est vraiment c'est l'autochtone de service, hein. C'est la personne qui emploie les formules les plus étranges, sous-entendues tellement Fremen, qui pratique les coutumes, là où chez les autres on ne le voit pas nécessairement beaucoup. C'est la garante de l'exoticité locale. Ça ne veut rien dire ce que je dis, mais je pense que vous voyez un peu l'idée. Et elle ne sert à rien. Il essaie, hein, on sent que Franck, il l'aime bien, il nous fait passer ça pour
la femme qui se bat pour son homme, qui se bat pour sa tribu, qui est capable, hein. On n'est pas sur une victime de la vie. Mais voilà, on nous dit beaucoup de choses, on nous montre 2-3 trucs. Mais au fond, son seul usage, son seul objectif dans la vie et son seul rôle réel dans l'histoire, c'est d'aimer Paul. Sinon, elle sert franchement à rien. Donc voilà, elle aime Paul, et en soi, c'est une fonction qui est travaillée dans le livre. Hein. C'est pas un truc genre « oh, elle s'extasie, elle sert à rien du tout ». C'est là où Franck est subtil et qu'il construit bien ses trucs. Cette réalité-là, qui en soi pourrait paraître d'une fadeur extrême, est vraiment utilisée et utile pour l'histoire. Ça devient réellement une intrigue et c'est vraiment bien traité. Mais encore une fois, c'est uniquement utile parce qu'elle aime Paul. Sinon, elle ne sert à rien. Et pourtant, Franck essaie de temps en temps de nous la faire passer, notamment par les yeux de son amant, pour beaucoup plus que la réalité. C'est pour ça qu'on nous a mis Zendaya en se disant on va quand même essayer de lui donner un petit peu plus d'intérêt et de matière, parce que sinon, à part Jessica, on n'a pas grand monde chez les femmes qui soient un peu sympatoches. Autant nous rendre une Chani à la hauteur de ce que Franck sous-entend, mais ne fait pas. Donc voilà, moi je suis assez curieuse de voir comment ils vont bidouiller tout ça dans le film, parce que déjà dans le premier, on voit que ça sert pas à grand chose. Que je pense qu'ils vont nécessairement devoir lui donner des scènes, des actions qui sont peut-être faites par d'autres dans le livre, histoire qu'on y croit un peu plus. On a qui après ? Oh là là. Alors, nouveau personnage polémique, Rachel, dans Ma cousine Rachel. Je sais que sur le booktube, certains sont des inconditionnels de Rachel, notamment notre chère Paper Palace. Moi, Rachel, non. Rachel, la déception. On est sur un livre de Daphné du Maurier, donc autrice anglaise, adaptée beaucoup par Hitchcock aussi. Rebecca, c'est vraiment chouette. Ma cousine Rachel, vue par un jeune homme qui n'est pas beaucoup sorti de chez lui et qui croit beaucoup en savoir sur le monde, mais qui au fond ne sait pas grand-chose. On est un peu sur un jeune adulte horripilant, sans avoir la moindre expérience. Donc beaucoup de préjugés chez cet homme, qui a été élevé beaucoup par son oncle, je crois, qui était plus ou moins son tuteur, dans son cousin. Voilà, un monde un peu isolé, ils sont un peu misogynes. Le cousin malade part en Italie, et il apprend par lettre que le cousin s'est marié et est mort. Et là, la femme de son cousin, Rachel, débarque, et il est obligé de la recevoir. Et il faut gérer cette situation, cette cohabitation, tout en essayant d'en apprendre plus, d'essayer de comprendre aussi comment son cousin a pu être séduit par cette femme, dans quelle mesure a-t-elle ou non une part de responsabilité dans sa mort. Voilà, c'est sympa comme résumé, et le livre est somme toute réussi. Mais donc Rachel, évidemment, elle est vue par le personnage principal qui, comme je vous l'ai dit, n'est franchement pas très agréable. Et on sent que même autour d'elle, Rachel, c'est quelqu'un de charismatique, une espèce de charme discret qui plaît aux hommes. Qu'elle a son aura, Rachel, et que c'est aussi là-dessus que se construit l'histoire. Vu que le cousin s'est laissé charmer par Rachel, donc... cette femme envoûtante. Mais alors moi, Rachel, mais pas du tout. Enfin, je veux dire, elle est normale, quoi. On n'est pas sur Rebecca, pour ceux qui l'ont lu. Et on sent que c'est pas que parce qu'elle est vue par des hommes, que parce qu'elle est vue par un jeune homme qui ne sait rien. Mais on sent aussi que l'autrice, elle l'aime bien, sa Rachel. Que l'autrice, elle a aussi son petit faible. Que voilà, c'est une femme qui... Vous voyez ? J'ai pas les mots, là. Moi, Rachel, non, je l'ai trouvée... Franchement, c'était un peu barbant. Parce que pour moi, ça marchait pas. La magie de Rachel n'a pas pris sur moi, et c'est vrai que je me suis retrouvée un peu à regarder ces gens vivre et à me dire, mais lui, il est un peu con, et elle est névrosée normale, quoi. Non, la déception, Rachel, non. Donc voilà, c'en est tout pour cette liste. Dites-moi, si jamais vous avez... votre liste de personnages pseudo-stylés. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je suis hyper curieuse. Et puis on se retrouve bientôt, probablement pour un petit peu d'automne. Salut. Et n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Si on devient nombreux, on pourra mettre en place des trucs. On pourra faire des petits projets et tout ça, ça serait quand même sympa.